Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. 9 juin 2024, 20h. Les résultats sont confirmés. Jordan Bardella réalise un score aux européennes, plaçant un parti d'extrême droite en tête. Une décision qui, fidèle au proverbe « impossible n'est pas français », pourrait changer le cours de l'histoire politique française. Il a pris tout le monde de court. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. Dans ce climat tendu, où ouvrir ses factures devient un cauchemar pour de nombreux Français, où la dette publique explose et l'inflation laisse son empreinte, la scène politique est plus fracturée que jamais. Et on fait face à un festival de promesses. Pouvoir d'achat, retraite, immigration, sécurité, éducation, santé, tout y passe. Et mardi, c'était le premier débat Attal-Bardella-Bompard. Le premier débat télévisé qui a jeté le feu aux poudres. Chaque camp revendiquant sa victoire. Mais au-delà des joutes verbales, quels sont les véritables enjeux pour la France? Quelles répercussions ces élections pourraient-elles avoir sur l'économie française et sur notre quotidien? Comprendre l'économie, c'est surtout comprendre le monde. C'est pourquoi, à quelques jours du premier tour, nous allons décortiquer ensemble les forces et les faiblesses de chaque programme politique, en fournissant une critique objective afin d'anticiper la réaction des marchés. Notre but n'est pas de savoir qui a raison, mais de déterminer ce qui est le mieux afin d'avoir une lecture juste et comment le vote de dimanche pourra fortement impacter votre futur de façon positive ou négative. Nous nous baserons bien entendu sur des données chiffrées avec un point de vue purement financier sans laisser de place à l'opinion personnelle. Avant de plonger dans l'analyse détaillée des programmes, prenons un moment pour situer le contexte économique de la France. C'est un peu comme lorsqu'un artisan veut faire des travaux, il doit établir l'état des lieux avant même de commencer les réparations. Dressons un bilan rapide de la situation économique de la France pour mieux comprendre ce qui doit être amélioré. Alors la France en 2024, c'est quoi? Commençons par le déficit budgétaire, qui est alarmant. 20 ans, voire 30 ans qu'on en parle. La France a un problème qui n'est pas un problème de nature économique, notre économie se porte bien, elle a un problème financier, elle a des déficits. Mais c'est quoi le déficit budgétaire? On parle de déficit budgétaire lorsque l'État dépense plus qu'il ne gagne sans compter les emprunts. Cela signifie que les recettes de l'État, comme les impôts, TVA, IS, IR, sont moins élevées que les dépenses courantes et résulte de cela un solde budgétaire négatif. Actuellement, il équivaut à 5,5% du PIB et classe la France parmi les 3 pires performances en Europe. Seule l'Italie de Giorgia Meloni est devant nous avec un déficit abyssal de 7,4%. La Slovaquie, Malte et nos voisins belges sont derrière nous à 4,9%. Et il n'y a pas de quoi être fier. Et comme l'État dépense plus qu'il ne reçoit, il doit faire appel au crédit. On parlera donc de dette publique. Et concernant l'endettement, la situation n'est pas non plus réjouissante. La dette publique s'élève aujourd'hui à plus de 110% du PIB, soit environ 3100 milliards d'euros, dépassant largement la moyenne de 88,6% de la zone euro. Alors, je ne veux pas vous submerger de chiffres, mais en gros, imaginez la France comme notre ami qu'on va appeler Jean-Michel Crédit. Cet ami gagne 3 000 euros par mois, mais il vit à crédit parce qu'il en dépense 3 500. Chaque année, il est obligé de contracter un nouveau crédit, toujours plus gros que le précédent pour couvrir ses dépenses croissantes et payer les intérêts de ses dettes antérieures. Et donc, il cumule des intérêts toujours plus gros, ce qui augmente les dépenses. Enfin bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Bref, comme je vous ai dit, un très mauvais gestionnaire et ça fait 40 ans que ça dure. La croissance du PIB, quant à elle, reste faible, qui reflète la création de richesse, à seulement 0,9%, et le taux de chômage est à 7,5%, qui reflète des tensions sur le marché du travail, contrastant avec la moyenne de 6,4% dans la zone euro. Et une balance commerciale déficitaire, la différence entre ce qu'on exporte et ce qu'on importe, est de 7,5 milliards d'euros. Et cela trahit un déséquilibre face à une zone euro généralement excédentaire de 15 milliards. Au fait, on se rend compte que même dans la zone euro, la France elle est toujours en dessous des moyennes. Et ces 3 derniers chiffres soulignent un manque de compétitivité alarmante des entreprises françaises sur le marché international. Alors, ne me parlez pas du CAC 40 en me disant « oui, il est à plus de 8000 points et c'est extraordinaire parce que ça représente la France ». Non, vous devez savoir, ces entreprises font 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger et pas en France. Et la majorité de ces entreprises ne payent pas les mêmes impôts que votre artisan du coin, notamment grâce à des montages fiscaux complexes. Ces indicateurs ont un impact négatif direct sur les taux d'emprunt représentés par la note de crédit de la France déjà en difficulté, et ceci se cumule à des taux monétaires actuels élevés qui, pour rappel, servent à réduire l'inflation post-Covid. Cette situation pourrait empirer après les élections. Stop. Là, je dois vous dire un truc parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vais raconter. Vous devez savoir qu'en juin 2024, l'agence de notation américaine Standard & Poor's a abaissé la note de AA à AA-. Mais vous devez savoir aussi que les 3 plus grosses agences avaient déjà baissé la note de la France et les investisseurs utilisent les notes de crédit pour évaluer le risque. Une note élevée, comme le AAA, signifie un risque quasi nul et des taux d'intérêt plus bas. Inversement, une note plus basse, comme A1-, signifie des taux d'intérêt plus élevés à cause des risques accrus.
Par exemple, Taïwan a une note de AA, le Maroc a une note de BB et le Congo a une note de B-. Vous devez comprendre que plus la note est basse, plus c'est cher d'emprunter. Et actuellement, le taux d'emprunt de la France est comparable à celui du Portugal, autour de 3,2% sur 10 ans. Et en ce moment, même les grosses entreprises comme LVMH profitent de l'assouplissement récent du marché obligataire pour se refinancer avant les élections. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'incertitude autour des résultats électoraux fait craindre le pire et pousse ces entreprises à agir vite. Elles anticipent donc une possible détérioration des conditions des élections, ce qui rendrait les emprunts encore plus coûteux. Charles-Henri Colombier, analyste chez Rexcord, pense même que le taux d'intérêt français à 10 ans pourrait bientôt dépasser celui du Portugal ou de l'Espagne. Il est bien loin le temps où la France se vantait de maintenir le triple A après la crise de 2008. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Hop là, je me permets d'interrompre rapidement la vidéo parce que l'analyse que tu vois dans cette vidéo, on l'a déjà faite sur Telegram. Cette analyse a été faite par Max Prada avec qui on travaille ensemble et on développe la méthode 3M. Donc, tu nous rejoins là-dessus, tu auras des analyses, des cours économiques et aussi des plans d'investissement sur le long terme qu'on partage, comme on a déjà partagé sur l'argent, sur le cuivre et sur les autres matières premières. Et bien entendu, les plans d'action qu'on a déjà établis pour ce week-end. Donc, rapidement, tu nous rejoins, comme ça on te dira ce qu'il faudrait que tu fasses. Mais à la fin de la vidéo, je vais te partager 3 scénarios, notamment sur le CAC 40. Si tu veux avoir la suite par rapport aux 3 scénarios qu'on donnera dans cette vidéo là, tu nous rejoins. Disclaimer. Et c'est important pour moi. La politique, c'est comme le foot. Ça déchaîne les passions. Sauf que pour moi, ça me laisse de marbre. Mon but, depuis que je suis devenu trader et investisseur, c'est l'économie et c'est comprendre. Parce que soyons honnêtes, c'est là que ça se joue vraiment. Les chiffrages qu'on va présenter maintenant et les écarts à l'horizon 2027 en dépenses et en recettes sont calculés par rapport à la trajectoire affichée par le gouvernement dans le programme de stabilité. Les informations sur les programmes sont valables à l'instant de l'enregistrement de cette vidéo, c'est-à-dire à 2-3 jours du premier tour, car en fait, des changements peuvent bien entendu intervenir d'ici là, le premier jour du vote. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella progresse encore, atteignant 34% des intentions de vote. En regardant le programme du Rassemblement national, on constate 3 mesures phares. Baisse de la TVA de 20% à 5% sur les produits énergétiques, abrogation de la réforme Macron des retraites et priorité nationale aux aides sociales et aux emplois sensibles. Le Rassemblement national propose donc des mesures qui entraîneraient un déficit public de 102 milliards d'euros par an, augmentant ainsi le déficit à 6,5% du PIB d'ici 2026. Selon les économistes, les propositions pourraient réduire la croissance de 0,3%. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de discours clair sur l'urgence de rétablir les comptes publics. Il y a un déficit de moins 20 milliards d'euros dans les recettes de l'État. Mais en plus de ça, l'un des dangers avec le Rassemblement national, c'est qu'en mettant des gens qui n'ont pas d'expérience au pouvoir, ils risquent de se faire surtout laminé par les marchés. Pas de jugement, pas de critique, je ne suis pas en train de juger leur comportement politique, je dis juste que le fait qu'ils soient inexpérimentés amènera de l'incertitude sur les marchés financiers et les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Pour imposer leur programme, ils devront probablement affronter les institutions, l'administration et l'Union européenne qui feront tout pour résister. N'oublions pas que s'ils passent au pouvoir, dans quelques semaines, il faudra préparer le budget de l'année, ce qui pourrait être difficile avec des équipes potentiellement moins expérimentées pour pouvoir rédiger une loi de finances, ce qui pourrait comporter un risque à moyen terme sur les marchés financiers. En ce qui concerne les craintes de chaos social, cela reste une préoccupation. Si le Rassemblement national met en œuvre des politiques controversées, l'opposition de gauche pourrait leur rendre la gouvernance plus difficile, mettant à l'épreuve l'ordre social à court terme. Depuis la présentation vendredi 14 juin du programme du nouveau Front populaire, la bataille des chiffres fait rage sur son coût budgétaire, y compris à gauche. Même là, ils ne sont pas d'accord entre eux. Le programme du Front populaire repose sur une croissance économique tirée par les besoins et de toutes les expériences de ce genre, sans exception, elles se sont toutes terminées dans la misère la plus noire. Mesure phare du Front populaire, le retour de l'âge de départ à la retraite à 60 ans, l'hausse du SMIC à 1 600 € et le blocage des prix des biens de première nécessité. Et le tout pour un coût de financement de 233 milliards d'euros, mais avec seulement 55 milliards de recettes en plus. Résultat, un déficit de 178 milliards par an et la suppression de 1,2 million d'emplois, soit quasiment un double par rapport à son niveau actuel. Mais pourquoi autant de suppression de postes? Car en fait, ce qui coûte le plus cher pour une entreprise, c'est le personnel. Et là, on demande aux entreprises d'augmenter leur coût du personnel tout en bloquant, voire réduire leur marge sur certains produits, que l'attractivité de la France pour les investisseurs français sera encore plus davantage réduite. De plus, imaginez une situation où le gouvernement, déjà en difficulté, se retrouve sanctionné par les investisseurs.
Pourquoi? Parce que la France doit emprunter 300 milliards d'euros par an sur les marchés financiers pour se financer. Et vous pouvez être sûr que les marchés vont décrocher dans tous les sens avec un impact désastreux sur le marché de l'immobilier. Et en plus de ça, l'inflation exploserait encore. Et la France isolée ne pourrait donc que compter sur son tissu économique national pour produire ce dont les gens ont besoin. Mais il y a un problème, il n'y a plus de grandes entreprises. Pourquoi? Parce que les plus grandes fortunes ont fui le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a 90% de leurs revenus qui est prélevé. Donc en fait, dans ce programme, la question que je me pose, mais où trouve-t-il l'argent? De son côté, le programme d'ensemble pour la République est résumé par la formule « Gagner plus et dépenser moins » qui a succédé au fameux « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Quelques mesures phares du camp Macron. Réforme de l'indemnisation chômage, la prime Macron qui monte à 10 000 euros et pas de hausse d'impôts. Résultat, on serait à 4 milliards d'euros de déficit en moins en 2027. Mais cependant, du côté de la maîtrise des finances publiques, c'est-à-dire le volet dépenser moins, Gabriel Attal est resté discret. Il n'a pas mentionné la décision de la Commission européenne de replacer la France sous procédure de déficit excessif, dont elle est sortie en 2018. Alors, où trouver de l'argent? Le camp Macron ne propose de ne pas augmenter les impôts. Je vous l'ai dit, l'État doit soit augmenter les prélèvements, soit réduire les dépenses. Cela signifie que certains services publics qui, auparavant gratuits, pourraient devenir payants. Certains économistes ont des solutions alternatives. Par exemple, Gabriel Zucman a remis au G20 un rapport sur la taxation des milliardaires. Selon ce rapport, le taux d'imposition effectif des milliardaires n'est en moyenne que de 0,3% de leur patrimoine, alors que la moyenne des Français se situe entre 3 et 5%. Zucman recommande donc un taux d'imposition à 2% sur le patrimoine des 3000 personnes les plus riches, ce qui pourrait rapporter entre 200 et 250 milliards de revenus fiscaux supplémentaires chaque année. Et cela pourrait grandement aider la majorité au vu des déficits budgétaires annoncés précédemment. Cependant, cela reste théorique et c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Et avec 840 milliards d'euros de dettes supplémentaires par rapport à 2017, il semble que la vérité budgétaire, elle n'est toujours pas exposée de façon claire aux Français. Donc il est utopique de laisser croire aux Français que l'on peut continuer à promettre des dépenses sans conséquences. Et comme le dit Milton Friedman, il n'y a pas de repas gratuit. Ce que je veux dire, prendre des décisions nécessite d'échanger un objectif contre un autre. Et pour être franc, les 3 programmes, c'est un désastre. Pourquoi? Parce que aucun ne réduit les dépenses publiques. Et la vraie question qu'il va falloir toujours se poser, c'est où va-t-on trouver l'argent? C'est comme si notre pote Jean-Michel Crédit, qui galérait déjà avec son salaire de 3 000 euros, décidait de s'offrir plein de nouvelles dépenses au lieu de réduire son train de vie. Et voilà le problème de la France en un mot. Parce que quand un État veut réduire son déficit public, il a 2 options. Augmenter les recettes fiscales sans toucher aux dépenses ou réduire les dépenses publiques en maintenant les recettes. En gros, on augmente la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les carburants. Bien entendu, en faisant ça, on va réduire le pouvoir d'achat des consommateurs et cela aura un impact négatif sur l'économie car c'est le consommateur qui drive l'économie avant tout. Et sans consommateur, pas de création de richesse. Et on voit bien que Macron a essayé en 2018 et ça a amené les gilets jaunes. Ou alors, on réduit le train de vie de l'État. Par exemple, on gèle le salaire des fonctionnaires, réduction des aides sociales. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo sur ça, vous nous dites dans le commentaire, comme ça, on vous prépare ça avec Max Prada. Parlons quand même des marchés financiers et de leur réaction face à l'incertitude politique. Pour commencer, les marchés ont déjà commencé à se couvrir contre une faillite de la France, avec ce qu'on appelle les CDS, Crédit Défaut de Swap. Ce sont des produits dérivés permettant de s'assurer contre les défauts d'un sous-jacent. En termes simples, c'est le marché de l'assurance de la dette dans le monde financier. Je vous mets un article en bas où vous pourrez regarder, c'est très intéressant. Le CDS de la France est passé de 23 à 31. Preuve que les risques de faillite de la France augmentent si l'un des 2 extrêmes passe. On peut aussi mesurer la méfiance sur les marchés en regardant le spread OAT-Bund. Mais c'est quoi? C'est la différence entre le spread OAT français et les Bund allemands, qui mesurent la confiance accordée à l'économie française par rapport à un placement quasiment sans risque, les obligations allemandes. Un spread qui s'écarte, qui s'accroît, va témoigner de crainte accrue vis-à-vis de la France, et à l'opposé, un spread qui se resserre est un signe de confiance. Le spread OAT-Bund était à 45 points avant la dissolution, et aujourd'hui c'est stabilisé à autour de 75 points à l'heure actuelle. Une hausse de 66%. Le spread de la France est désormais supérieur à celui du Portugal. Donc en fait, sur les prochains jours, il va y avoir, c'est sûr, un stress certain sur les marchés, qui a déjà d'ailleurs commencé. Baisse de la bourse, tension sur les taux obligataires, sur le taux d'intérêt et le spread avec l'Allemagne. Rien ne va plus et n'ira plus jusqu'au premier tour, et bien entendu, en fonction des résultats, ça sera encore pire jusqu'au second tour. Pour le CAC 40, on partira sur 3 cas d'extrapolation d'analystes. Premièrement, le Rassemblement national. On resterait stable avec un CAC 40 entre 7300 points et 7700 points. C'est un scénario médian, déjà
intégrés par le marché, la majorité présidentielle, là-dessus, c'est un scénario idéal pour les investisseurs avec un CAC 40 qui pourrait remonter entre 7700 points et 8000 points. Les politiques pro-bourse redonneront même le sourire aux investisseurs. Là, c'est le scénario catastrophe pour les investisseurs, avec une perte de confiance totale et un CAC 40 qui pourrait chuter entre 6800 points et 6400 points. Là, il y a potentiellement un très beau short à prendre. Chaque scénario a ses implications et il est crucial de se préparer à l'un d'entre eux. N'oublions pas qu'être un retail trader, c'est d'abord raisonner comme un institutionnel qui a la flexibilité du retail. Et le point commun entre les différents programmes exposés reste néanmoins le flou sur leur bouclage budgétaire. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le vainqueur, le prochain gouvernement sera confronté à une réalité budgétaire et aux contraintes communautaires. Parce que c'est bien de rêver, mais la vraie vie, c'est mieux. Et bonus, c'est surtout Bruxelles qui dirige. Le but de cette vidéo, c'est d'exposer les différents programmes. Non pas de vous inciter à prendre une décision, mais surtout d'avoir un œil d'expert pour comprendre les marchés financiers et surtout ce qui va arriver sur les jours prochains, peu importe qui sera au pouvoir, parce qu'en fait, cela aura un impact directement sur votre portefeuille et sur vos performances. Cependant, j'ai l'impression, et ça c'est mon avis personnel, que le vote semble de plus en plus idéologique, étant donné qu'aujourd'hui la France elle est déchirée, fracturée, divisée. Le tout renforcé par une situation exacerbée par l'enfermement des idées amplifiées par les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que ça serait une élection plutôt de conviction plutôt que de raison. Bref, si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur Telegram, j'ai mis le lien juste en bas. Et en tout cas, je terminerai cette vidéo avec une citation de Jacques Chirac, non pas sur le bruit et l'odeur, mais plutôt sur celle-ci. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Je t'en mets 3 à ta légende, 3 points Steph Curry, 3 points Steph